commencer ce début d'après-midi sur la lutte contre les maladies du bois, donc principalement l'ESCA. Donc nous recevons François Dalle, qui travaille à la SICAVAC, Service interprofessionnel de conseil agronomique de vinification et d'analyse du Centre-Loire. Et donc François est ingénieur agronome et conseiller viticole depuis plus de 10 ans dans cette société. Et donc François va nous expliquer le lien qu'il y a entre les maladies du bois et notre façon d'appréhender la taille de la vigne. Merci. Donc à l'heure de la digestion et puis après une douzaine d'heures, les fesses posées sur des chaises, je vais essayer de vous garder éveillés et de ne pas réveiller en sursaut ceux qui auraient déjà rejoint Morphée. Donc effectivement, moi je travaille pour la SICAVAC, qui est un organisme qui est situé dans la région Centre-Loire. Alors je ne sais pas si vous connaissez tous la région Centre-Loire. Nos deux principales appellations les plus connues sont Sancerre, Pouilly-Fumé. Alors sans vouloir vexer certains d'entre vous, je me suis dit que peut-être 2-3 personnes ne savaient pas où ça se situait. Et donc je vous ai mis une jolie petite carte pour que vous voyez ça. Donc on est en plein centre de la France, dans normalement l'extrémité du Val-de-Loire. Région où, un peu comme vous, on a peu de cépages, on en a 5, mais comme vous, beaucoup de cépages annexes très très peu représentés, 2 principaux cépages, le pinot noir et surtout le sauvignon blanc qui représente quand même 80% de notre surface. Alors moi j'ai fait mes armes ici, dans la région, en Champagne, pendant quelques années, et je suis arrivé là-bas en 2002. Et le gros choc que j'ai eu, surtout en arrivant d'ici, c'est l'état du vignoble, la mortalité par les maladies du bois. Je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Juste avant ça, pour démarrer mon propos, on va faire 2-3 petits points de physiologie. Alors rassurez-vous, rapide, hein, je ne vais surtout pas perdre trop de monde tout de suite. Et après, je vous montrerai un peu comment ça se passe chez nous, dans quel état est le vignoble et quels travaux on a fait pour essayer d'améliorer les choses. Alors sur ces 2-3 petits points de physiologie, on va être très rapide et très simple. On va même peut-être simplifier à l'extrême certains points, mais ce n'est pas grave. Sur un sarment, vous avez à la base la couronne, vous connaissez bien, vous l'utilisez, puis les yeux francs. Sur une baguette, en général, sur une vigne d'une vigueur à peu près normale, les yeux francs, la couronne ne démarre pas. Plus vous taillez court, plus vous avez de chances de faire démarrer la couronne. Quand vous taillez un rachet à 2 yeux, en règle générale, sur une vigueur normale, la couronne ne démarre pas. Vous me dites si vous n'êtes pas d'accord. Hein. Si vous taillez un rachet à un œil, alors quand on dit un œil, c'est un œil franc. Alors, je ne vais pas le faire trop parce qu'il y a 2 écrans, mais donc l'œil franc est ici, la couronne est là. L'œil franc est ici et la couronne est là. Donc si vous ne laissez qu'un œil franc, en général, vous allez avoir un œil de la couronne qui démarre. Donc pour avoir 2 branches sur votre rachet. Et si vous taillez très court, en ne laissant aucun œil franc, vous allez souvent avoir les 2 yeux principaux de la couronne qui démarreront. Donc vous voyez qu'en fonction de la longueur que vous allez laisser sur votre bout de bois, vous allez ou non faire démarrer des yeux à la base. Alors on reviendra sur ce point-là un peu plus tard. Quand on prend un sarment et qu'on le coupe dans le sens de la longueur, on a trois parties principales. À l'extérieur, l'écorce, qui est en quelque sorte la peau du sarment. À l'intérieur, la zone centrale qu'on appelle la moelle, qui est composée au moment de après l'autement du sarment de cellules mortes, hein, donc c'est une zone creuse un peu fragile. Et la partie verte, qui est ce qu'on appelle le bois, qui est la partie vivante, qui est composée de plein de choses, les vaisseaux qui conduisent la sève, les fibres de bois, lignine, cellulose, on en a parlé un petit peu hier, des tas de tissus, et certains tissus importants dont on va reparler un peu, qu'on appelle des parenchymes, qui sont des tissus constitutifs qui vont stocker des éléments, en redistribuer et avoir d'autres rôles dont on parlera. Globalement, la vigne, c'est un arbre, mais un arbre un petit peu particulier. C'est une liane, donc un arbre qui fonctionne un peu différemment. Et cette vigne a quelques spécificités. Parmi ces spécificités, c'est que, vous la connaissez, on a notre sarment avec nos 2 plants où il y a les yeux, et ces 2 plants correspondent à 2 flux de sève principaux. Des travaux qui ont été faits par Roger Bessis, qui était enseignant-chercheur à Dijon, a montré que ces 2 flux principaux ont très peu d'échanges l'un avec l'autre. C'est-à-dire que ce qui va alimenter un côté aura beaucoup de mal, la sève aura beaucoup de mal à passer de l'autre côté. On reviendra également sur ce point-là. Dernier petit point de physiologie, vous voyez, c'est court et rapide.
Alors c'est un schéma très simplifié, hein, les physiologistes s'arracheraient les cheveux en voyant ça, mais nous ça nous suffit par rapport à ce qu'on recherche. Donc une coupe de rameaux, j'ai mis 5 ans, mais on aurait pu prendre d'autres âges. En noir, à l'extérieur, on a toujours notre écorce. Comme vous le savez certainement, on a 2 types de sève dans les plantes. Celle que j'ai représentée en rouge, qu'on appelle la sève élaborée, la sève descendante, qui est la sève qui va transporter les sucres, donc sucres produits par les feuilles et qui vont être véhiculés vers les organes en croissance. En vert, c'est la sève qui va transporter l'eau et les éléments minéraux, des racines vers les organes en croissance. Et entre ces 2 types de sève, on a ce que j'ai représenté en jaune, qu'on appelle le cambium. Et ce cambium, c'est une zone de cellules qui ne sont pas différenciées, qui chaque année vont se multiplier pour reformer un cerne rouge, un cerne vert. Donc en gros, c'est grâce au cambium que votre plante va grossir en épaisseur d'année en année. Autre point important qui est vrai pour tous les végétaux, c'est que si on a une vigne, donc là dans mon schéma de 5 ans, on voit qu'on a 5 cernes verts. Les cernes s'accumulent d'année en année. Vous avez tous déjà compté les cernes sur une plante, un arbre coupé. Pour savoir son âge, chaque cerne correspond à une année de production du cambium, de notre cercle jaune. Et chose importante à savoir, c'est que la grosse majorité de la sève brute, donc la sève qui transporte l'eau, les éléments minéraux, sera transportée par le cerne le plus extérieur. La partie plus intérieure de la plante, c'est une partie qui devient moins vivante, moins fonctionnelle. Et d'ailleurs, sur un chêne, par exemple, qui va faire un diamètre très important, qui va avoir 200 ans, donc 200 cernes, on sait qu'il n'y a que 6 à 8 cernes extérieures vivants, qu'on appelle l'aubier, et tous les cernes intérieures sont morts, ont été remplis par des composés qui permettent aux bois de devenir dures, qui permettent de faire des charpentes, des meubles avec ce bois-là. Hein. Et donc, il faut bien imaginer que sur une plante, quelle que soit sa dimension, la circulation de la sève se fait sur la partie périphérique. Ça, c'est très important. Alors, on y reviendra aussi. Comme je vous disais, chez nous, quand je suis arrivé, j'ai été choqué par l'état du vignoble. Et globalement, vous voyez, sur une moyenne de 220 parcelles de Sauvignon, donc assez représentatif, je pense, de l'état des lieux de notre vignoble, c'est l'évolution de la mortalité, du nombre de pieds remplacés par les viticulteurs en fonction de l'âge. On voit que ça commence en général autour de 10 ans. Alors, depuis quelques années, la tendance va plutôt vers 7-8 ans que 10 ans. Et en gros, on a 4 à 5% de mortalité annuelle, ce qui fait qu'à 20 ans, 25 ans, on a des vignes où on a plus de la moitié des pieds qui sont morts. Concrètement, ça donne ça. Pour prendre ces photos-là, pour être explicite, j'ai pris les pires, hein, bien sûr, mais je n'ai pas mis longtemps à les trouver. Hein. Je suis sorti et 5 minutes après, j'étais rentré au bureau. On est situé au milieu des vignes. Donc vous voyez des vignes qui ont 25 ans, là, sur la photo, où on a une bonne moitié des pieds qui ne sont plus des pieds d'origine, qui ont été remplacés en plus tardivement, au moment où on a imposé là, les 20%, les vignerons ont dû remplacer ces parcelles-là également. Et on se retrouve avec des parcelles où faire le rendement est totalement irréaliste. Alors ça, c'est un cas majoritaire. Mais de temps en temps, on tombe sur des parcelles comme ça. Même âge, même cépage, même porte-greffe, même terroir. Alors, plus ou moins même pratique. Hein, sur cette vigne-là, on est en biodynamie, mais c'est pas le critère qui est significatif sur cette parcelle-là. Mais là, on a une parcelle de 25 ans, il ne manque pas un pied. Là, on a une parcelle qui a 30 ans. Donc là, vous voyez, on est en conventionnel, on n'est plus en bio ou en biodynamie. On est en désherbage total sur celle-là. Il ne manque pas un pied, il manque moins de 3% des pieds, et la vigne a 35 ans. Alors pourquoi ces deux vignes-là s'en sortent et pas les autres? Ça a été une de nos interrogations. Pour moi, clairement, la réponse, elle est dans la conduite de la vigne. Entre autres, dans la taille. Alors, je dis bien entre autres. On va parler de taille, majoritairement. Si j'ai un peu de temps, je vous parlerai de 3 autres choses. La taille, pour moi, permet de réduire de manière significative ces maladies-là. Ce n'est pas parce que demain, on change de taille et qu'on se met à tailler parfaitement qu'on va faire disparaître la maladie. C'est un des facteurs intéressants. Les 2 photos de gauche correspondent aux 2 premières parcelles que je vous ai montrées où il y a beaucoup de mortalité. Les 2 photos de droite correspondent aux 2 parcelles où il y a peu de mortalité. Au niveau de la structure des pieds, on voit que c'est quand même radicalement différent. Sur les 2 photos de gauche, on a des pieds qui montent, qui sont tordus un peu dans tous les sens. Si vous regardez un peu plus en détail, il y a des piliers de taille un peu partout de chaque côté du cep sur toute la longueur. Chose assez mutilante. Le pied en bas à gauche, on voit bien qu'il a été basculé vers la droite. Et au bout d'un moment, on a fait une grosse plaie, la dernière plaie bien fraîche là, à droite, pour le rebasculer vers la gauche.
chose totalement catastrophique que je vais vous expliquer. Le pied en haut à droite correspond à la parcelle de 25 ans où il n'y a quasiment pas de mortalité, qui est une taille quasi parfaite, taille poussard, que je vous détaillerai après. Et le pied du bas, c'est un truc qui nous perturbait un peu au départ, mais on avait beaucoup de parcelles taillées comme ça, un petit peu à la champenoise, je dirais une boule à ras du sol, des sarments qui rejettent d'un peu partout. Le vigneron taille un peu sale, ne bourgeonne pas, met une baguette et 2 ou 3 coursons. Et globalement, il n'y a pas de mortalité. Sauf que régulièrement, quand les commissions de taille arrivaient dans ces parcelles-là, ils disaient au vigneron, non, c'est pas comme ça qu'on taille chez nous, tu vas rectifier ça. Donc le vigneron a contre-cœur rectifié, et bizarrement, 5-6 ans plus tard, on commence à avoir des grosses mortalités dans ces parcelles-là. On a fait un constat, et le constat avait déjà été fait à l'époque, quand je travaillais en Champagne par le CIVC, c'est que vous prenez n'importe quelle parcelle qui a 25 ans, vous coupez les ceps, et il y a beaucoup de bois mort à l'intérieur. Et quand vous analysez ce bois mort, il y a beaucoup de champignons des maladies du bois. Moi, je suis convaincu que par la taille, on provoque du bois mort. Et la plupart des recherches, jusqu'à il y a encore quelques années, visaient à comprendre comment les champignons détruisaient le bois. Mais il y a une autre hypothèse possible. Est-ce que c'est les champignons qui pénètrent dans le cep et détruisent le bois? Ou est-ce qu'on crée du bois mort, notamment par la taille, et les champignons viennent s'installer dans ce bois mort? Ce qui est sûr, c'est que vous, quand vous voyez ce bois mort et que vous l'analysez, c'est du bois mort et des champignons. Mais lequel arrive en premier? Pas facile à voir. Donc la théorie la plus répandue encore à présent, c'est de dire que les champignons provoquent la mortalité de ce bois. Moi, personnellement, je suis à peu près convaincu du contraire. Et au niveau de la taille, on a évalué 2 principales raisons qui provoquent du bois mort à l'intérieur des ceps. La première, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'abandon. Comme je vous ai expliqué, la vigne a des flux de sève qui s'isolent les uns par rapport aux autres, et la sève a beaucoup de mal à passer d'un côté à l'autre d'une branche. Mais quand votre branche atteint un certain diamètre, là, c'est pas que c'est difficile, c'est que ça devient totalement impossible à la sève de basculer d'un côté à l'autre. Quand on taille en guyot, classique chez nous, guyot simple, que j'ai plutôt tendance à appeler guyot simpliste, on met un courson, une baguette. Le mot courson vous va? On met un courson, une baguette. L'année suivante, le courson va nous faire 2 pouces, joli, si tout va bien, et sur le courson, on va refaire un courson, une baguette, et supprimer l'ancienne baguette. Donc si je supprime mon ancienne baguette et que je refais mon courson, ma baguette sur mon ancien courson, on voit bien que tout mon côté droit n'est plus alimenté. Si j'ai un gourmand qui démarre à droite, et c'est souvent le cas, on observe ça souvent, qui va, entre guillemets, compenser la disparition du flux de sève de ce côté-là, nous, on est des viticulteurs très sérieux à Sancerre et on ébourgeonne énormément. Donc s'il y a des bourgeons qui redémarrent, on les élimine. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ce côté droit qui n'est plus alimenté va tout simplement finir par sécher. Ça, c'est un phénomène qui est connu, répertorié et qui a un nom bien précis sur les arbres en forêt, qu'on appelle le phénomène d'abandon. Et c'est un phénomène qu'on voit beaucoup. Je vous montrerai quelques photos après. Deuxième facteur qui va créer beaucoup de mortalité, c'est les plaies de taille rase. Quand vous faites une plaie de taille, imaginons que mon gourmand en bas à gauche ne m'intéresse pas, je l'élimine, ça va provoquer un cône de dessèchement qui est inévitable, mais en fonction de la façon dont vous allez faire votre plaie de taille, ce cône de dessèchement va être plus ou moins important, plus ou moins grave. Je vais vous le détailler. Mais ce qui fait qu'à force d'accumuler des phénomènes d'abandon et des cônes de dessèchement, on finit par avoir des quantités de bois mort dans le cep colossales. Vous avez la chance d'avoir peu de maladies du bois. Et ça vous a déjà été dit au cours de l'exposé, vous avez les mêmes cépages que dans d'autres régions où, eux, ont beaucoup de maladies du bois. C'est quand même assez perturbant. Pourquoi à Chablis, qui n'est pas très loin, avec le même cépage, pas forcément toujours les mêmes clones, mais globalement des choses assez proches, vous avez très très peu d'esca sur le chardonnay, et eux, c'est une catastrophe. Et quand je dis une catastrophe, si on prend les données des 10 dernières années, le graphique que je vous ai montré, dans 5 ans, il vous le montre également. C'est le même graphique, les mêmes taux de mortalité que nous sur Sauvignon. Alors que vous, globalement, ça ne bouge pas trop. Et bien ça, je vais essayer de vous l'expliquer et je vais essayer de vous montrer les atouts de votre taille. Donc je vais prendre les points un par un et à chaque fois vous signifier dans votre taille à vous ce qui fait que, selon moi, vous limitez fortement le problème. Et on va voir qu'avec les évolutions actuelles, et notamment ce qu'a présenté François tout à l'heure, François Langelier, sur le fait de monter les ceps, je pense que c'est intéressant pour plein de raisons, et François l'a bien dit.
Faites attention à certains facteurs, sinon vous allez vous retrouver avec des mortalités à la chablisienne. Alors, quand on prend une branche qui est insérée sur un tronc, je vous ai montré un peu comment fonctionnait un flux de sève, enfin les flux de sève, et globalement, sur un tronc, on va avoir presque comme des tuyaux d'arrosage répartis sur toute la périphérie du tronc. Quand on a une branche, jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, on pensait que ces tuyaux d'arrosage, ces vaisseaux, partaient dans les branches. Ça ne marche pas comme ça. Pour comprendre, c'est assez simple. Imaginons qu'on ait un tronc qui a 3 ans, on a 3 cernes, un bourgeon dormant. L'année suivante, le bourgeon va démarrer. Alors grâce à notre cambium, notre cercle jaune de tout à l'heure, notre tronc va grossir en épaisseur et notre branche démarre. Puis chaque année, le tronc va continuer à grossir en épaisseur, comme ceci, et notre branche également a son propre cambium et grossit en épaisseur. L'année suivante, on aura ça, et ça va continuer indéfiniment. Donc vous voyez que progressivement, notre tronc recouvre la base de la branche, et si je reviens dans 20 ans, j'aurai une beaucoup plus grosse zone de la branche recouverte par le tronc, et notre branche grossit dans le tronc comme un coin qui force. Donc on a une rigidité très forte, on a une très forte cohésion entre les deux, mais la branche a bien son propre système de vaisseau qui est au niveau du point d'insertion dans le tronc. Il n'y a aucun vaisseau du tronc qui rentre dans la branche, aucun vaisseau de la branche qui rentre dans le tronc. Donc les vaisseaux du tronc en fait, vont passer de chaque côté de la branche et ils vont être poussés par cette branche. Si je décide d'éliminer cette branche, je fais une coupe comme ceci, je vais provoquer un cône de dessèchement qui correspondra simplement au vaisseau de la branche dans le tronc. Plus ma branche est vieille, plus ça fera un cône important, mais qui sera bien délimité, et surtout les vaisseaux du tronc qui passaient de chaque côté de la branche restent intègres, ne sont pas abîmés, et continuent à faire circuler la sève. Au lieu qu'il y ait une partie de cette sève qui parte dans la branche au passage, toute la sève va continuer à monter plus haut s'il y a un tire-sève. Le problème, souvent, c'est qu'on ne fait pas des coupes telles que je l'ai faites sur ce trait jaune, mais plutôt comme ça. Surtout avec nos sécateurs électriques qui sont très efficaces, pour être sûr qu'il n'y ait rien qui redémarre. On va faire une coupe bien propre. Alors souvent, vous avez le réflexe de ne pas tailler trop propre sur certains points, notamment, pour laisser des branches redémarrer, parce que vous avez besoin d'avoir des redémarrages. Vous êtes une des très très rares régions à faire ça. Dans les autres régions, on ne veut pas que ça redémarre. C'est des contraintes, c'est de l'ébourgeonnage, c'est de l'entassement. Donc, on fait des coupes très très propres. Et les coupes propres, non seulement vont couper les vaisseaux de la branche, mais vont également couper une partie des vaisseaux du tronc qui passaient, eux, tranquillement de chaque côté de la branche, qui n'avaient rien demandé, et qui, avec ma coupe jaune, étaient préservés, et qui, avec ma coupe noire, sont détruites. Vous voyez que là, du coup, on va provoquer un cône de dessèchement qui va être beaucoup plus gros, qui va demander beaucoup plus d'énergie à la plante, et qui en plus sera moins efficace. Alors quand je vous dis ça, je ne lance pas au hasard dans le vide. C'est encore une fois des travaux qui ont été faits sur les arbres, qui ont été validés et bien décrits. Et notamment, ce sont les travaux d'un chercheur américain qui s'appelait Alex Oshigo. Alors je vais passer très vite pour pas endormir les 2-3 qui sont à la limite là. Il a simplement montré, pour la petite histoire, il était embauché par une firme américaine qui fabriquait des pattes de protection de plaies de taille. Et il voulait trouver des produits plus efficaces pour mieux cicatriser les plaies de taille. Et donc Alex Oshigo, pendant des dizaines d'années, pendant 25 ans à peu près, il a mutilé des milliers d'arbres, voire des dizaines de milliers d'arbres. Il a appliqué des tas de produits dessus pour voir comment ça réagissait. Conclusion, au bout de 25 ans, rien ne marche parce que l'arbre a un système de défense quasi parfait. J'imagine que la firme était très contente. Mais le gros intérêt, c'est qu'il a démontré que quelle que soit l'essence d'arbre, on avait des zones dans la plante qui réagissaient, et dans tous les arbres, c'est les mêmes zones qui réagissent de la même manière. Alors mon travail était très simple, ça a été de montrer que dans la vigne, ça marche comme dans les arbres. Et vous allez voir, il ne faut pas être ingénieur pour faire ça, il suffit juste d'avoir des yeux. Alors ces zones, je fais une plaie mutilante. Première chose, le tronc va boucher tous les vaisseaux que j'ai détruits. Les vaisseaux du tronc détruits vont être bouchés. Ça paraît logique. Puis, on a des zones, alors je vous parlais tout à l'heure un terme un peu barbare de parenchyme, on a différentes zones de parenchyme, et ces zones de parenchyme vont créer des barrières autour de la blessure. Ces barrières vont être fabriquées avec différents composés dont vous a parlé un peu Eric hier, des composés phénoliques, des terpènes, de la subérine. Et comme disait Eric Petiot hier, c'est des composés qui demandent énormément d'énergie à la plante pour être fabriqués. Donc la plante va utiliser ses réserves d'amidon, transformer son amidon en ces différents composés pour créer cette barrière. C'est un coût énergétique énorme pour la plante. Et donc,
je ne reviendrai pas trop sur ce point-là, mais un des points qui pour moi est vraiment important dans la lutte contre les maladies du bois, c'est de jouer sur les réserves. Et tout ce qui va nuire aux réserves de la plante va être un facteur très aggravant. Alors, j'ai bien envie de laisser 2 minutes la parole à Sébastien Debuisson à la fin, pour qu'il nous dise sa théorie, on en a discuté un peu ensemble, et lui est convaincu que l'équilibre des vignes champenoises est un des facteurs qui permettent de limiter la maladie, tout simplement parce que vous avez un équilibre bon qui permet d'avoir globalement des bonnes réserves dans la plante. Donc, je le rejoins assez sur ce point-là, je pense que c'est aussi un facteur très important. Si jamais on fait une plaie très mutilante, si on veut redescendre un pied, comme nous a montré François Langelier tout à l'heure, on monte un pied trop haut, puis il est trop haut, donc on veut le redescendre. Chose que nous, on fait très souvent, qui est une grosse bêtise. Si on veut éliminer une branche de chablis qui a 4 ans, c'est un diamètre assez important, là, on peut faire des plaies assez importantes. Le risque, c'est que la plaie soit trop mutilante pour la plante, et dans ce cas-là, elle va réagir en créant une barrière au niveau du cambium. Donc c'est tout le cambium qui réagit et qui isole tout le cœur de la plante. Gros problème, c'est que tout le cœur est sacrifié. Gros avantage, c'est que c'est une barrière très efficace. Alors, encore une fois, je ne rentre pas trop dans le détail. Vous avez tous déjà vu des arbres creux. Un arbre creux, c'est un arbre qui a subi ce phénomène. Pour autant, il n'en meurt pas. Les arbres creux peuvent vivre encore des centaines d'années dans cet état-là. Par contre, ils sont provisoirement fragilisés. Je vous disais qu'un chêne a 6 à 8 cernes fonctionnelles, donc 6 à 8 ans plus tard, au niveau du fonctionnement physiologique, c'est devenu complètement neutre. Par contre, en termes de résistance mécanique, ça ne l'est pas. Donc si vous provoquez ce phénomène-là sur une vigne, et que l'année suivante, vous retaillez en mutilant, et vous remutilez encore, un arbre, en général, quand il subit ça, il y a 2 causes principales, c'est soit il a été foudroyé, soit il a été fortement élagué. Quand on élague fortement un arbre, on ne le réélague pas l'année suivante. On le réélague en gros tous les 15 à 25 ans. Nous, dans notre vigne, on repasse tous les ans, et on enlève 70-80% du bois tous les ans. Donc si on ne fait pas attention, et qu'on reproduit des mutilations plusieurs années de suite, le plant souffre bien plus qu'un arbre et finit par ne plus s'en sortir, surtout quand on est dans des cépages sensibles comme le Sauvignon. Alors, je vous disais, il ne faut pas être ingénieur pour voir tout ça. Là, vous voyez, sur un tronc de Sauvignon qui a 7 ans, si je ne dis pas de bêtises, on voit déjà des grosses mutilations. Donc, encore une fois, je ne vais pas tout détailler pour ne pas prendre trop de temps là-dessus, mais on voit une mutilation qui était faite en 4e année. Elle est au niveau du 4e cerne, une en 6e année, une en 1re année. Et on voit la petite différence avec ce que disait Éric Petiot hier, contrairement à ce qu'il disait, la vigne compartimente. Et on voit bien, vous voyez les bandes marron qu'on a de chaque côté de la partie jaune, qui est la partie colonisée par les champignons. Cette bande marron, c'est la compartimentation de la plante. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une première compartimentation qui s'était mise en place, qui a été contournée par les champignons, qui en ont mis en place une deuxième, qui a été également contournée. Une troisième s'est mise en place, et ça peut continuer encore comme ça longtemps. Alors souvent, moi ce que j'observe, c'est qu'il y a des vignes chez nous sur lesquelles il y a régulièrement ce phénomène-là de compartimentation contournée et remise en place, donc qui épuise la plante, et j'ai des parcelles où ça ne se passe pas comme ça. Alors en gros, sur le pinot noir, en général, quand la compartimentation se met en place, elle n'est pas contournée. Résistance plus importante. Et sur Sauvignon, il y a des parcelles où ça tient beaucoup mieux. Là, je n'ai pas de critères purement objectifs à mettre en avant, mais clairement, pour moi, les vignes où ça ne contourne pas, c'est les vignes qui sont bien équilibrées. Les vignes où ça contourne, c'est les vignes en général hyper vigoureuses, hyper productives. Donc, toujours cette histoire de réserve. Donc, pour allonger la durée de vie d'un cep, il y a plusieurs choses à faire. La première, c'est d'essayer de garder de la vie sur l'ensemble du cep. Là, vous allez me dire, merde, on n'est pas bon. Non, sur ce point-là, vous n'êtes pas bon. Mais je dirais que ce n'est pas trop grave, parce que vous êtes très bon sur le reste. Si vous montez vos pieds, notamment en guyot, il faudra faire très attention à ça. Ensuite, il faut faire attention à ne pas faire des plaies trop mutilantes. Et pour ça, il faut raisonner différemment les branches en fonction de leur âge. On va raisonner les branches de l'année, les branches qui ont 2, 3, 4 ans, donc des chablis par exemple, quand vous supprimez comment vous appelez ça? Les charpentes du chablis, merci. Ou quand vous supprimez le tronc principal, donc quand vous renouvelez un cordon par exemple. Alors on va prendre les cas un par un. Branche de l'année, vous savez qu'à la base il y a la couronne, et juste sous la couronne il y a une zone un petit peu renflée qu'on appelle l'empattement. Cet empattement appartient au tronc
est bourré d'amidon, et c'est la zone qui va créer la barrière au niveau du cône de dessèchement. Donc si vous supprimez cet empattement, vous blessez le tronc et vous supprimez son système de défense. C'est pas bon. Si vous voulez supprimer cette branche en étant sûr que ça ne redémarre pas, ou minimiser le fait qu'il y ait des rejets, il va falloir aller couper sur la couronne, comme c'est le cas sur la photo de droite. Et si vous laissez plus long, là, vous préservez la couronne et vous allez faire en sorte qu'il y aura des rejets l'année suivante. Chose que vous cherchez assez souvent, notamment sur la tête de souche, et notamment les premières années de formation des pieds. Et le fait de faire ça, de laisser la couronne, en fait, vous ne mutilez pas, et donc c'est très bon. Et vous êtes une des très rares, je dirais même la seule région à ma connaissance, qui laisse la couronne volontairement pour avoir des rejets, mais du coup, vous évitez une mutilation grave sur les premières années du plan, on va voir tout à l'heure, que la plupart des régions autres que vous font. Les branches de 2 ans, les branches de 2, 3, 4 ans, donc une charpente de Chablis, pour l'éliminer, il faut éviter d'aller mordre dans le tronc. Alors on conseille de laisser un chicot. Si vous laissez un chicot, vous êtes sûr de ne pas mordre dans le tronc. Alors je dirais que le chicot, il n'est pas indispensable. Là, vous pouvez couper comme ma coupe jaune tout à l'heure, hein. Ça suffit. Mais cette limite, qui se voit très bien sur la plupart des arbres, ne se voit pas sur la vigne. Donc pour ne pas prendre de risque, on laisse ce chicot. Chicot qui, en général, au bout de 1 ou 2 ans, sèche, et on voit pour le coup très bien la limite entre ce qui appartenait à la branche et ce qui appartient au tronc. Et là, il est très facile de recouper ce chicot à ras de la partie vivante sans blesser. Alors moi, je vous conseille de l'éliminer, ce chicot, au bout d'1 ou 2 ans, parce que si vous les laissez, au bout d'un moment, vous accumulez énormément de bois mort. Si vous avez des rejets entre 5-6 chicots, c'est inenlevable, ça devient la grosse galère. Donc moi, j'aime bien les enlever quand même, les nettoyer au fur et à mesure. Troisième type de coupe, quand vous allez éliminer un tronc principal, donc un cordon renouvelé par exemple. Là, on s'aperçoit que souvent, quand vous faites ce genre de coupe, on fait réagir le cœur et on provoque l'arbre creux au bout de quelques années. Donc, tout le cœur meurt. Souvent, le côté opposé à la nouvelle branche n'est pas alimenté et sèche également. Et on se retrouve avec en gros 80% de la base du pied qui meurt. Et je me suis aperçu que dans certains cas, ce n'était pas le cas. On avait toute la base qui restait vivante. Et là, clairement, c'est une question de rapport de diamètre entre la partie qu'on conserve et la partie qu'on élimine. Et en gros, la partie qu'on conserve doit, à sa base, faire au moins le tiers du diamètre du tronc qu'on élimine. Ça va ? Ça veut dire que si la branche que je garde à sa base fait 2 cm, que mon tronc fait 6 cm, donc x 3, on est bon. Si ma branche fait 2 cm et que mon tronc fait 10 cm, là j'ai un rapport de 5, on n'est plus bon. Donc là, ce qu'il faut, c'est laisser la base grossir suffisamment pour qu'elle atteigne un diamètre suffisant par rapport au tronc pour être dans le bon rapport d'équilibre. Et là, encore une fois, là-dessus, vous êtes très bon. Parce que quand vous renouvelez un cordon, vous allez faire un rachet, puis une montée au fil, puis votre nouveau cordon. Donc vous le faites en 3 ans. Et en 3 ans, la base a largement atteint le rapport de diamètre. Donc globalement, la façon dont vous renouvelez vos cordons à l'heure actuelle, elle ne pose aucun problème. Si vous voulez développer des cordons permanents, c'est une petite tendance, hein, si j'ai bien compris, faites attention, vous allez avoir des cordons plus gros, et si vous ne respectez pas ce rapport de diamètre, vous allez entraîner des conséquences beaucoup plus graves lors du renouvellement. Puisque un jour, au bout de 15, 20, 25 ans, il y a de fortes chances que vous deviez le renouveler. OK pour tout ça ? Alors, pour agrémenter ce discours, on va voir quelques photos. Alors, les photos que je vous montre sont des photos de cèpes qui n'étaient pas malades. Ce ne sont pas des cèpes atteints de maladie du bois. C'est des cèpes que j'ai pris un peu partout. J'ai appelé plein de viticulteurs. Je leur ai demandé si je pouvais aller récupérer des cèpes dans leurs vignes pour les couper, pour voir ce qui se passe à l'intérieur, pour comprendre et confirmer ou infirmer tout ce que je vous dis là. Et les cèpes que je vous montre, ce n'est pas des exceptions, c'est des cèpes vraiment que je considère comme être très représentatifs de ce qu'on observait de manière très régulière. Alors sur ce premier cep, vous voyez, j'étais sympa avec vous hier soir, comme il y a 2 écrans et que je ne peux pas trop pointer, j'ai remis des petites flèches. Donc on voit sur ce cep-là qu'il a été monté, il a été taillé du côté de la petite flèche pendant pas mal d'années, et après on l'a basculé de l'autre côté en faisant une plaie assez mutilante et en supprimant tout ce qui poussait du côté de la flèche. Sans surprise, du côté de la flèche, tout le tronc est sec, est mort. Ce que vous faites à l'heure actuelle sur vos boules à ras du sol, qui créent une partie morte, on va le voir aussi sur quelques photos dans une partie de votre cep,
le fait de monter votre pied, vous allez créer des zones mortes beaucoup plus grandes, beaucoup plus longues, donc beaucoup plus graves. Donc si vous montez vos pieds, faites attention à ce genre de phénomène-là, ils auront plus d'impact. À Chablis, ils ont des pieds relativement hauts. Alors on voit aussi une plaie de taille très mutilante qui était faite à droite, et on la retrouve bien sur le CEP. Et en gros, une règle que vous pouvez avoir en tête, c'est que quand vous faites une plaie mutilante, la profondeur de pénétration de cette plaie est à peu près égale à son diamètre. Alors ça, c'est un cas qui, je pense, devrait vous intéresser, puisqu'à une époque, en gros, on taillait à peu près comme vous. Alors quand je dis à peu près, c'est qu'on avait des boules à ras du sol, qui faisaient 4-5 cm de hauteur, et par contre, on avait 2 bras. Et là, les machines à vendanger sont arrivées. Donc nous, on a restructuré notre vignoble. La réflexion que vous êtes en train d'avoir, on l'a eue, enfin, ils l'ont eue, parce que moi, j'étais pas encore là, dans les années 70-80, quand les machines à vendanger sont arrivées. Et clairement, à ras du sol, les machines à vendanger ne ramassaient pas, surtout les premières machines à l'époque. Et donc, il fallait remonter les ceps. Et en même temps, les exploitations grandissaient, il fallait aller plus vite, il fallait gagner du temps. Et donc, ils ont décidé de supprimer un bras sur 2. Donc souvent, on a acheté le kit machine à vendanger tronçonneuse. Et allez, gaiement, on a coupé un bras sur 2 et on a remonté le deuxième bras. Donc au niveau de ma première flèche, celle du bas, c'est le bras qui a été coupé. Et on a remonté le bras au niveau de la deuxième flèche. Et comme ce n'était pas encore assez haut, on l'a remonté une deuxième fois au niveau de la flèche du haut. Quand on regarde à l'intérieur, on voit cette plaie très mutilante qui a été faite au niveau de la flèche du bas. Et vous voyez que tout le tronc est devenu creux suite à cette plaie trop mutilante. Et tout le côté gauche, donc, est sec. Au niveau de la flèche du milieu, on a à nouveau créé un gros déséquilibre en basculant tout à droite et rien à gauche. On a fait sécher le côté gauche. Et en haut, on a refait une troisième fois la même chose, puisque la branche que vous voyez juste sous la flèche, en fait, est accrochée à droite et accrochée de l'autre côté. Donc il n'y a plus de son? Si, c'est bon. On a recréé un troisième déséquilibre, et ce qui fait que ce pied-là donc, a subi 3 déséquilibres, donc beaucoup de bois mort. Ça, c'est une parcelle où on avait pas loin de 80% des pieds d'origine qui étaient morts. Et les 20% des pieds d'origine qui restaient étaient tous exactement dans cette configuration-là. C'est-à-dire 3 déséquilibres, 2 fois remontés, et 3 déséquilibres du même côté. Et j'insiste bien, du même côté. Statistiquement, le vigneron n'a pas forcément cherché à avoir ces 3 déséquilibres du même côté. Au contraire, là, le cep, je l'ai remis droit pour la photo, mais sa vraie position dans la parcelle, il était un peu tordu. Vous voyez, il faut le repencher pour avoir sa vraie position. Et on n'aime pas avoir des ceps penchés comme ça. Donc si vous me regardez, là où vous regardez l'écran, si vous avez un cep très penché, si vous pouvez prendre une branche pour le redresser, nous on le fait. Là, si j'avais pris une branche pour le redresser, je l'aurais prise au niveau de ma flèche du milieu. Donc si j'avais trouvé un beau courson, une belle branche au milieu là, je l'aurais prise. Alors imaginez en regardant derrière, quand le pied est ouvert, si j'avais pris mon pied au niveau de la flèche du milieu, par où circulerait la sève? Donc en gros, quand on bascule un pied d'un côté et qu'on veut le rebasculer de l'autre, c'est catastrophique. Chose que vous ne faites jamais, ou peu, enfin si vous le faites un peu, mais vous le faites peu, et votre système de boule à ras du sol vous permet d'éviter ça. Sur ce pied-là, on a cumulé à peu près toutes les bêtises qu'on peut faire, et c'est un cas très typique chez nous. Vigne de 15 ans, 20% de pieds morts déjà. Le pied était monté un peu trop haut, comme la photo que vous a montré François Langelier tout à l'heure, et comme il était trop haut, on l'a redescendu, la flèche de droite. Vous voyez la plaie liée à cette redescente. Et on l'a basculé vers la gauche. Et comme il basculait vers la gauche, on a essayé de le ramener au milieu, donc flèche de gauche, on a refait une plaie mutilante. Donc non seulement on fait des plaies très mutilantes, mais une fois d'un côté, une fois de l'autre. Donc on cumule toutes les erreurs possibles sur un cep. Conséquence, vous voyez la plaie mutilante qui était faite au niveau de la flèche de droite, on la retrouve au niveau de la flèche de droite, elle a provoqué la mort de tout le cœur du cep. Entre les 2 flèches, vous voyez une zone d'écorce au milieu du cep, là, qui est présente ici, à peu près ici. Cette zone d'écorce, c'est vraiment parce qu'on a pris une branche, cette branche, on l'a fait partir sur le côté, et donc elle a recouvert le cep d'origine. On retrouve la même chose à droite de la flèche de gauche, à droite de la flèche du haut. On revoit une bande d'écorce qui recouvre, celle-là c'est un peu plus facile à comprendre, on voit bien qu'elle recouvre le cep d'origine. Et donc, essayez de voir, de visualiser par où passe la sève dans un cep comme ça.
C'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Et typiquement, c'est le genre de cèpes qui sont jolis. Au 15 juin, ils sont magnifiques. Et là, quand il y a une grosse demande en eau, un bel orage et 35 degrés le lendemain, il y a une très grosse évapotranspiration, très grosse transpiration du feuillage, donc très grosse tension dans les vaisseaux. Et là, rupture brutale du trajet de sève. Et on a des parcelles où on a, en quelques jours, 2-3% des cèpes qui meurent. Et c'est typiquement lié à ce genre de phénomène-là pour moi. Pour éviter ça, on a deux choses intéressantes. C'est que vous voyez que le porte-greffe, lui, globalement, il s'en sort très bien. Et c'est souvent le cas. Sur des pieds très malades, le porte-greffe est sain. La deuxième chose intéressante, c'est au niveau de cette flèche verte, si on veut sauver ce pied, il faut le reformer sur un flux sain. Donc il faut repartir du bas. Chose que vous faites de manière quasi systématique. Et vos recépages systématiques, liés à votre façon de tailler, en fait, il vous permet de toujours repartir sur une base saine. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Si vous montez vos pieds, vous ne pourrez plus le faire. D'expérience, en discutant avec le CIVC sur les essais qu'ils mettent en place, au bout de quelques années, le courson du bas s'épuise, même si vous en laissez un. Surtout que, vous verrez, à l'usage, ça sera plus facile à désherber. Donc pour avoir un désherbage plus efficace, vous allez un peu plus croiser, puisque vous pourrez vous le permettre. Nous, on croise bien, on mouille bien les 5-10 premiers centimètres du cep. Donc, que les bourgeons du bas, vous allez les rectifier. En travail du sol, vous allez être un petit peu moins regardant, donc les palpeurs, nous, tout ce qui est dans les 5 premiers centimètres, ça dégage. Donc, à terme, si vous montez vos pieds, vous aurez beaucoup plus de mal à préserver de la vie à la base du cep, et donc vous aurez beaucoup plus de mal à reformer un cep sur un flux sain en bas du pied. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas monter vos pieds, parce qu'il y a beaucoup d'avantages et beaucoup d'intérêts, mais réfléchissez bien à tout ça en le faisant. Alors, je vous parlais des plaies de taille des premières années que vous ne faites pas. Voyez, au niveau de ma flèche rouge, ça c'est un pied qui a 3 ans. Nous, en général, première année, on taille à 2 yeux. Deuxième année, on a 2 belles branches, si tout va bien. Sur ces 2 belles branches, on va en garder une qu'on va monter pour former le tronc, et on élimine la deuxième. Cette plaie que vous voyez au niveau de la flèche rouge, c'est cette deuxième branche qui a été éliminée de manière mutilante. Une seule plaie de taille en deuxième année, c'est 80% de la base du cep qui est morte. C'est dramatique. Alors ça, c'est une chose que vous ne faites pas, parce que vous taillez en laissant les couronnes pour avoir des branches pour tailler. Si vous voulez monter vos pieds, vous aurez le réflexe de ne plus laisser les branches en bas et de faire ça. Donc faites très attention à ça. Alors maintenant, on va tailler un pied. On va commencer depuis la plantation. Là, on a une greffe que vous plantez, que j'ai coupée en 2. J'aime beaucoup couper les greffes en 2, comme les cèpes. On voit beaucoup de choses intéressantes à l'intérieur. Donc ça, c'est une greffe oméga. De manière quasi systématique, sur une greffe oméga, qu'elle soit bien faite ou mal faite, vous verrez toujours qu'il y a un côté qui fonctionne mieux que l'autre. Ce côté-là fonctionne bien. De l'autre côté, vous voyez, il y a un petit problème. Et de manière quasi systématique, je pourrais presque enlever le quasi, de manière systématique, le côté qui fonctionne bien, c'est le côté de l'œil. Quand vous recevez une greffe, elle a un œil d'un côté. Le pépiniériste greffe un plan à un œil. Il y a juste une petite branche. Et c'est cet œil, au moment à la pépinière, qui stimule le cambium, qui permet d'avoir une meilleure qualité de soudure. Et là, si vous regardez de manière un peu plus précise donc, notre branche, en fait, il y a 2 branches. Une plus petite et une plus grosse. Plus petite en rouge, plus grosse en vert. Vous voyez bien la limite entre les deux. En général, on aime bien que nos cèpes poussent droit. Et pour qu'ils poussent droit, on aime bien prendre la branche rouge. Mais vous voyez que si je prends la branche rouge et que je fais une plaie mutilante sur ma branche verte, et que je fais le dégât de mon pied précédent, je vais détruire 80% du diamètre de mon pied du bon côté, sachant que de l'autre côté, ça ne circule pas bien. Alors, mon pied part sur des bases catastrophiques. Donc faites très attention, dès la première année, sur la façon dont vous taillez. Ça veut dire que quand vous avez une greffe comme ça, l'année suivante, vous voyez que le côté gauche et le côté moins bien soudé, je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la photo. Donc on va plutôt tailler du côté droit, du côté de ma flèche verte, où est le bon flux de sève. Et comme par hasard, vous verrez que c'est rarement un hasard et c'est souvent le cas, la branche la plus poussée, c'est la branche qui est dans le meilleur flux de sève. Donc là, on va privilégier cette branche-là. Si vous devez couper, comme sur mon schéma, à droite, la branche la plus à droite, en me disant elle est trop basse, elle est mal placée, elle n'a pas bien poussé, je ne veux pas la garder, je l'élimine.
Celle-là, en l'éliminant, faites très 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 attention à ne pas mutiler. L'année suivante, je dirais quel que soit le système de taille, à l'heure actuelle, hein, on ne parle pas de pied monté pour l'instant, vous allez avoir par exemple ce genre de configuration. Alors mes deux branches du haut proviennent de ma petite branche que j'avais laissée la première année, et j'ai eu un rejet sur la branche du bas. Alors on peut très bien tailler en se disant, cette branche, mon rejet sur la branche du bas, elle est dans le bon flux, je la garde, je fais mon rachet, et je vais aller prendre ma première future charpente de Chablis, par exemple, à cet endroit-là, ou mon futur cordon. Sachant que le mauvais côté est à cet endroit-là. Alors les 2 premières années, le mauvais côté, on le repère assez facilement. À partir de la 3e année, ça devient quasiment impossible de le voir. Mais normalement, à partir de la 3e année, si vous avez bien taillé, vous n'avez plus intérêt à savoir où il est. Vous êtes déjà dans le bon sens. Alors si on continue avec la taille Chablis, pour prendre l'exemple de la taille Chablis, je reprends le même cas de figure. L'année suivante, du coup, sur ma branche du bas, je me dis, tiens, je vais faire mon rachet. Sur ma deuxième branche, oubliez la coupe, là j'ai un trait qui ne sert à rien, je vais faire ma deuxième charpente, et puis sur l'autre, je vais pouvoir commencer à lancer ma première baguette sur ma charpente d'1 an. Donc ça, c'est la photo qui est en dessous, que j'ai prise ici, donc cas classique, et globalement, c'est la façon dont vous travaillez. Donc globalement, vous travaillez bien, vous taillez très bien. Et si vous voulez aller un peu plus loin, l'année prochaine, si vous voulez continuer à travailler sur le bon côté et éviter de rebasculer de l'autre côté, il faudra faire en sorte de reprendre votre futur rachet au niveau de ma flèche verte. Donc il faudra faire attention à ce que le premier œil qui va démarrer sur votre rachet soit vers l'extérieur, vers la droite. Parce que si vos yeux sont dans l'autre sens, le premier œil repoussera vers l'intérieur, et vous aurez tendance à faire votre futur rachet à l'intérieur, donc à déséquilibrer votre cep. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Je vais redétailler ça avec la taille Guyot juste après. Donc voilà, alors là, je suis allé piquer donc sur votre décret d'AOC, hein. Ça c'est les schémas qu'il y a dans vos décrets d'AOC, la taille Chablis classique, et hasard ou pas, mais globalement, vous voyez que nos branches plus elles sont jeunes, plus elles sont à droite. Et globalement, c'est comme ça qu'il faudrait que vous tailliez. À terme, vous avez un côté sacrifié, à gauche, donc dans votre boule, qui finit par mourir, mais à chaque fois, vous reprenez votre rachet dans le meilleur flux de sève à droite. Et c'est pour moi un cas idéal dans votre région. Si on prend la taille Guyot, en général, je vous disais, première année, on taille à 2 yeux, on a 2 belles branches. L'année suivante, on va prendre la plus belle des branches pour monter notre futur tronc. Alors, jusqu'à présent, vous faites ça, mais vous restez tout en bas. Si vous voulez monter votre pied, vous allez avoir une contrainte supplémentaire, c'est qu'après, vous allez vouloir que vos yeux poussent dans l'axe du rang. Si votre rang est dans ce sens-là et que vous avez vos yeux dans ce sens-là, ça va être un peu compliqué à gérer. Surtout avec votre écartement d'1 mètre, si votre pied commence à pousser dans le rang, ça ne va pas durer longtemps avant qu'il se fasse accrocher par le matériel. Donc il faut faire en sorte que les yeux soient dans l'axe du rang. Donc là, je vais passer très vite, il y a des techniques pour le faire. Je ne vais pas les détailler pour gagner un peu de temps. Une fois que notre pied aura bien poussé, on va prendre notre courson, notre baguette, pour former notre pied. Et après, idéalement, on va essayer de garder les 2 flux, puisqu'on a un flux à droite, un flux à gauche. On va essayer de garder ces 2 flux. Ça veut dire que l'année suivante, là j'ai un pied un peu plus monté, je vais essayer soit de mettre un courson de chaque côté, et une baguette, soit j'avais mon courson à gauche, là dans mon cas de figure ici, sur le schéma de gauche, je vais le basculer à droite, et mettre ma baguette à gauche. Donc ça, globalement, c'est un peu la façon dont vous travaillez, mais sans forcément chercher cet équilibre. On peut aller plus loin, justement, en essayant de chercher cet équilibre, puisqu'une fois que mon pied est formé, je vais globalement essayer de reprendre des branches qui poussent selon mes 2 flèches vertes, pour équilibrer mon pied et avoir des branches de chaque côté. Ça veut dire que si j'ai sur mon courson de gauche cette configuration-là, je le taille à 2 yeux, ma première branche, mon premier œil poussera dans le bon sens, je suis content, tout se passera bien. Mais la nature n'est pas toujours sympa et de temps en temps les yeux sont dans l'autre sens. Et là, si je le taille à 2 yeux, classiquement, vous voyez que ma première branche repart vers l'intérieur. Là, c'est beaucoup moins bien. Et si je prends la deuxième pour rester à l'extérieur, là, je monte mon pied.
Donc dans un cas comme dans l'autre, c'est pas terrible. Donc ça, c'est une solution à éviter. Et comment l'éviter? Tout simplement en regardant les yeux sur les coursons et en faisant ou non partir les yeux de la couronne en fonction de l'intérêt qu'on peut avoir à les garder. Donc je reprends ce deuxième cas de figure, exactement le même, simplement le fait de tailler un œil plus court. Là, je vais favoriser le départ de mon bourrillon, premier œil de la couronne, qui lui sera dans le bon sens. Donc en jouant sur la taille de vos coursons, vous pouvez ou non faire partir certains yeux pour que la vigne pousse dans le sens qui vous intéresse. Dernier cas de figure, j'ai une branche qui est très penchée. Si je garde l'œil extérieur, il va basculer vers le bas. Donc là, ça ne m'intéresse pas, je vais plutôt le tailler à 2 yeux pour avoir comme premier œil celui-là. Alors, regarder l'orientation des yeux sur les coursons, ça a encore un autre intérêt, que j'ai bien respecté dans mes cas de figure 1 et 3, que je n'ai pas respecté dans mon cas de figure 4. C'est vraiment de préserver parfaitement le flux de sève. Si je fais en sorte de toujours avoir mon premier œil à l'extérieur, du coup, mon œil est dans le bon flux de sève, et quand je vais supprimer la deuxième branche, donc l'œil du dessus, je vais faire une plaie de taille qui sera au-dessus. Donc j'aurai toujours mes plaies de taille sur le dessus. Là, la photo de dessous, c'est un bras de gobelet de 80 ans qui provient du Beaujolais, et vous voyez qu'on a un flux de sève parfait sur le dessous, et une accumulation de toutes les plaies de taille sur le dessus. Donc ça, c'est une petite merveille. Malheureusement, c'est des vignes qui sont en friche maintenant, qui sont abandonnées, pour des raisons économiques là-bas, alors que c'est vraiment une taille exceptionnelle, c'est au moins 3 générations de merveilleux tailleurs qui ont fait ce boulot-là. Et ce qui prouve également qu'on n'a strictement rien inventé avec tout ce que je vous dis là, c'est des choses qui sont très connues et qui ont été appliquées de manière régulière dans beaucoup de régions. Si, au lieu d'avoir mon premier œil à l'extérieur, comme sur mon schéma ici, j'ai mon premier œil inversé, donc comme ceci, et que je taille sur ce premier œil, vous voyez que là, je vais faire une inversion, et quand je vais supprimer le deuxième œil, la deuxième branche qui est située au niveau du deuxième œil, je vais faire une plaie de taille en dessous, donc dans le bon flux de sève. Je vais me retrouver du coup, parfois dans le bon cas de figure, parfois dans ce figure-là, donc avec des plaies de taille parfois dessus, parfois dessous. Et je vais étrangler mon bras et étrangler mon flux de sève. Là, on a un pied qui paraît pas trop mal taillé, une petite boule à ras de sol. Si vous regardez bien sur les côtés, on voit des plaies de taille. Sur le côté gauche, on en voit beaucoup plus que sur le côté droit. Quand on coupe un pied comme ça, on s'aperçoit qu'il y a un côté où on a globalement un bon flux, on a un arrêt. Là, j'ai oublié de mettre des petites flèches, je pense. Oui, j'aurais dû mettre des petites flèches, mais c'est pas grave. On a un arrêt ici du flux de sève parce qu'on a fait une inversion à ce niveau-là. Je vois bien, ici. On a créé une inversion. Donc, au lieu de continuer à tailler dans le bon flux de sève, on a pris un œil qui était vers l'intérieur et on a créé cette inversion. De l'autre côté, on voit que des inversions, il y en a déjà au moins 4. Dans nos observations, on s'aperçoit que c'est surtout au bout de 6 à 8 inversions qu'on finit par créer des problèmes graves. Alors, tout ce que je vous dis là, c'est valable aussi pour le cordon. Le cordon, en général, on ne fait pas attention, on taille des coursons à 1 ou 2 yeux ou 3 yeux, on les rabat une fois d'un côté, une fois de l'autre, et on fait ces inversions. Mais comme vous les renouvelez tous les 5, 6, 7 ans, vous n'avez pas le temps de créer ces 6-8 inversions que vous avez déjà renouvelé votre bras. Donc je dirais sur vos cordons, continuez à tailler comme ça, faites vos erreurs, c'est pas grave, elles n'auront aucune conséquence. Elles auront des conséquences sur des cordons permanents, pas sur des cordons que vous renouvelez tous les 5, 7, 8 ans. Donc ce principe-là, c'est le principe de la taille Guyot-Poussard. On va avoir une taille Guyot à 2 bras. Alors sur mon schéma, j'ai fait 2 bras longs, mais on peut faire 2 bras courts, peu importe. L'important étant d'avoir sur chaque bras un courson, et sur un des 2 bras, ou sur les 2 bras, une baguette. L'essentiel étant que le courson soit sous la baguette. Et pour que le courson soit systématiquement sous la baguette, il faut raisonner les yeux sur les coursons pour que le premier œil de chaque courson soit à l'extérieur. Donc si je prends mon cas de figure ici, et que je veux le tailler, donc vous voyez le courson de droite, je vais lui tailler un courson, une baguette, courson sur le premier œil, sur la première branche, et je vais le tailler à 2 yeux de manière à ce que mon premier œil soit à l'extérieur. Et à gauche, je vais éliminer l'ancienne baguette, donc avec une plaie taille dessus, je vais éliminer la branche la plus éloignée avec une plaie taille dessus, et je vais faire un courson à 2 yeux, qui me permettra de faire mon courson baguette de l'année prochaine, avec le premier œil à l'extérieur. Concrètement, sur le terrain, ça donne ça. Souvent,
on a peur avec cette taille-là qu'on allonge excessivement les pieds. Vigne de 25 ans, 1 mètre entre pieds, on a encore de la marge. Alors, par rapport à ce que disait François Langelier ce matin, ça peut peut-être vous intéresser. Nous, on est donc un peu plus large que vous entre rangs. On est à 1m25, 1m30 entre rangs. Par contre, on est plus bas. On a notre fil lieur, notre premier fil, qui est à entre 30 et 40 cm, donc assez bas. Et on met en place nos têtes de souche à 20-25 cm, donc à des hauteurs quand même assez basses. Et globalement, ça se passe bien. Donc là, c'est le cas hein. Sur ce pied-là, vous voyez qu'on a un tronc qui fait 10-15 cm. Et vous voyez qu'en 25 ans, nos bras se sont très peu allongés. Quand vous raisonnez bien cette taille-là, que vous repartez toujours avec le premier œil du courson, qui est bien placé, vous allongez très peu votre pied. Et je vous remonte la photo que je vous ai montrée tout à l'heure de cette vigne-là, où globalement, à 25 ans, il ne manque pas un pied. J'ai pris un pied au hasard dans cette parcelle-là avec l'autorisation du viticulteur. Il m'a donné l'autorisation, mais pour un seul pied. Ailleurs, ils m'ont dit « ouais, vas-y, on n'est pas à 3 pieds près ». Lui, il a bien voulu, mais avec un seul pied. Alors, j'ai joué le jeu, j'ai pris un pied au hasard, comme dans les autres parcelles. Alors, il est un peu moins joli que celui que je vous ai montré tout à l'heure, mais bon, je suis tombé sur celui-là, Par contre, quand je l'ouvre, pour un pied de 25 ans, par rapport aux autres que je vous ai montrés, il n'y a pas de jeu de mots, mais il n'y a pas photo. C'est quand même vachement mieux. Il y a quand même quelques nécroses, alors je ne vais pas passer du temps à vous les expliquer, mais on les explique clairement par la taille. Mais clairement, il n'y a pas assez de nécroses pour voir des développements d'amadou, donc de maladie du bois. C'est pour ça que je suis convaincu que par la taille, on peut quand même de manière très significative limiter ces maladies et que votre façon de tailler explique en partie, et en partie significative, le fait que vous ayez peu d'esca. Là, on a un chablis de chez vous, et globalement, c'est pas mal taillé. On a le côté gauche, hein, si vous regardez le tronc, le côté gauche où on a une accumulation de plaies de taille, le côté droit, donc qui doit être le côté fonctionnel, j'imagine, et le rachet est pris dans ce côté-là. Donc, on continue à tailler dans le bon flux de sève. Ce pied-là, pour l'instant, pour moi, il pose aucun souci. Il va dans le bon sens. J'en dirai pas autant de celui-là. On voit, pour moi, le bon côté, le côté droit. Et on voit, je ne sais pas si vous voyez sur la photo, mais une accumulation de plaies de taille sur le côté gauche. On a eu une branche qui a démarré sur ce côté gauche, vous avez fait le rachet dessus. Là, maintenant, vous avez fait le lancement. Et si vous continuez à tailler là, vous allez, d'ici 1 ou 2 ans, faire une plaie très mutilante, même cette année, hein, en supprimant la plus vieille charpente, dans le bon flux. Donc là, jusqu'à présent, ça se passait bien. Vous allez commencer à faire des grosses nécroses dans le bon flux. Ce pied-là, dans 4, 5, 6 ans, vous avez de la chance d'avoir du chardonnay. Ce pied-là, dans 2 ans ou 3 ans, en Sauvignon, je peux vous garantir à peu près le résultat. Avec du chardonnay, ça va être plus long, mais on ne va pas dans le bon sens. Vous voyez, un pied comme ça, on a une branche qui est tentante au milieu de la mousse, là. Elle est tentante parce qu'elle est vigoureuse. Mais je peux vous dire qu'elle ne sera pas vigoureuse longtemps. D'expérience, quand on prend ces branches-là, en 2-3 ans, on voit une vigueur qui s'effondre parce qu'on n'est pas dans le bon flux. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais juste à droite de la charpente la plus grosse, on a une grosse plaie de taille. On a commencé à faire des grosses plaies dans le bon flux, là. Et on voit que le pied n'est pas en grande forme. Là, on a 2 cordons. Pour moi, sur le pied de gauche, vous voyez le bon flux à droite, la zone lisse qui fonctionne bien. Je pense que le bon flux est là. Et le fait d'avoir mis le rachet de l'autre côté, quand vous allez éliminer le vieux cordon, je suis inquiet pour l'avenir du pied. Alors que sur le pied droit, je suis beaucoup moins inquiet. Le cordon est du côté le plus abîmé, le vieux cordon. Les branches qui ont été reprises sont dans le bon flux. Je pense qu'il a beaucoup plus d'avenir. Alors amusez-vous à regarder ces détails-là sur vos pieds d'esca et essayez de voir si vous voyez des corrélations. Une bonne grosse tête de souche à ras du sol, 2 jolis coursons, mais pour moi, ils ne sont pas équivalents. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien sur la photo, du côté de la flèche rouge, on a une grosse accumulation de plaies taille, et surtout des 2 côtés. Il y en a derrière le courson, il y en a devant. Du côté droit, on est sur un flux direct, donc la flèche verte. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Il y en a un qui est 10 fois plus intéressant à garder que l'autre. Même si on est quand même plus tenté de garder l'autre pour aérer le pied. Pour essayer de démontrer ça, on a mis en place des essais depuis quelques années.
Et donc ça, c'est un essai que j'ai mis en place sur une parcelle qui avait déjà 7 ans au moment de la mise en place de l'essai, où je n'avais pas maîtrisé la taille des premières années, qui était une taille très mutilante. Et j'ai volontairement pris dans cette parcelle-là pour voir si, sur une parcelle d'un certain âge déjà abîmée, on arrivait à limiter les dégâts ou à annuler les dégâts. Alors, annuler, non. En rouge, vous avez la taille classique. Donc, on supprime l'ancienne baguette et on fait le courson et la baguette sur l'ancien courson. Et en vert, la taille poussard. Et donc, les valeurs que vous voyez, les diagrammes que vous voyez, c'est le nombre de pieds qu'exprime de l'ESCA. Donc, on voit qu'en taille classique, on a commencé à exprimer en 2008-2009. En poussard, on a commencé à exprimer 2 ans plus tard. Alors, la première année, il y a eu un rattrapage. En 2009, on a grêlé 2 fois 100% dans cette parcelle-là. Quel a été son impact par rapport aux réserves, j'en sais rien. Bon, depuis 2009, on voit que tous les ans, on a moins de symptômes en poussard qu'en classique. Et même depuis 2013, on a entre 2 et 2,5 fois moins de symptômes en taillant bien qu'en taillant mal. Alors, il faut relativiser ces chiffres parce que les pieds sont arrachés par le vigneron. Et le vigneron arrache les pieds très malades, mais les pieds un peu malades, il leur laisse une chance. Et donc le pied à qui on laisse une chance, il a quand même beaucoup de chances de réexprimer l'année suivante. Et donc l'année suivante, ça augmente le taux d'expression dans la partie... donc on surexprime dans le classique. Donc je me suis amusé à compter le nombre de pieds ayant exprimé au moins une fois des symptômes. Et donc là, ce graphe vous montre le pourcentage de pieds qui ont exprimé au moins une fois de l'ESCA depuis que l'essai est en place. Et on voit qu'il y a quand même un écart significatif entre les deux façons de tailler. Alors, on a quand même pas mal d'ESCA dans la partie bien taillée. Est-ce qu'on peut faire mieux? Certainement. Alors, est-ce que je taille pas assez bien? Peut-être que je peux tailler encore mieux, c'est possible. Et surtout, je n'ai pas maîtrisé la taille des 7 premières années, donc on a accumulé quand même des gros handicaps au départ. Et autre point dont je vous parlerai après, si j'ai un peu de temps, on n'a pas maîtrisé non plus la qualité des greffes. Pour répondre un peu à cette question, j'ai mis en place un autre essai où j'ai commencé à tailler depuis la plantation. Donc là, ça a été bien taillé depuis le début. Mais par contre, la parcelle étant plus jeune, ça commence à exprimer des symptômes. Tout à l'heure, vous voyez, on est quand même sur des 14-15% d'expression de symptômes en 2014-2015. Donc c'est énorme, c'est colossal. Là, sur cet autre essai, on est plutôt à 4-5% d'expression de symptômes, enfin presque 7% en 2015 sur la partie classique. Mais là, on voit que l'écart, on verra si ça continue à évoluer comme ça, mais on voit qu'on a de plus en plus d'ESCA dans la partie classique, alors que dans le poussard, on en a eu assez tôt, aussi tôt qu'ailleurs, mais globalement, on va dire que ça se maintient. Alors, est-ce que c'est un problème de qualité de greffe, dont je vais vous parler après, peut-être, j'espère. C'est peut-être autre chose. Et c'est aussi parce que la taille ne résout pas tout. Et si on regarde l'incidence de la qualité des greffes, qui est également pour moi un paramètre essentiel, on s'aperçoit, voilà un greffé soudé sur la photo de gauche, qui pour moi est de bonne qualité, avec une soudure qui est correcte. On voit bien la continuité des vaisseaux. Vous voyez le point de greffe, vous voyez la continuité des vaisseaux entre le greffon et le porte-greffe. Alors qu'à droite, est-ce que j'ai... Oui. Donc le point de soudure, à droite, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a une bonne continuité des vaisseaux entre le greffon et le porte-greffe. Il y a une énorme rupture. Et quand on garde un pied bien soudé, ça reprend ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a quand même un côté mieux soudé que l'autre. Et quand on s'amuse à le découper donc selon mon trait rouge, si vous regardez le cerne extérieur, vous voyez que du côté gauche, il est épais, du côté droit, il est très fin, voire absent. Et du côté gauche, c'est du côté de l'œil, donc l'œil qu'on voit ici. Donc on voit que de ce côté-là, on a un beau cerne, alors que du côté opposé, on n'a pas de cerne. Donc même quand une greffe est bien faite, de manière constitutive, il y a toujours un côté qui fonctionne mieux que l'autre. Quand une greffe est mal faite, on peut avoir des choses comme ça. Donc là, le greffon, quand on l'a reçu, moi je l'ai testé, j'ai appuyé avec mon pouce sur le point de greffe, il a cassé net, et on avait ça. Donc ça, c'est un plan qui a été vendu au vigneron par un pépiniériste. C'est pas normal. Normalement, les pépiniéristes trient les plants, et si c'est bien trié, on ne doit pas avoir ça. Alors, je ne veux pas cracher sur les pépiniéristes, ce n'est pas le but. C'est nos partenaires, on a besoin d'eux. Il y a des pépiniéristes qui travaillent très bien, il y a des pépiniéristes qui travaillent un peu moins bien,
mais je pense qu'on peut dire la même chose de notre profession et de toutes les professions. Par contre, on a fait un gros travail de sensibilisation des vignerons sur cet aspect-là, et clairement, la qualité des greffes, la qualité des soudures a radicalement changé depuis 10 ans chez nous. Il y a 10 ans, on avait entre 10 et 30% suivant les lots de plants de ce type-là. Alors, peut-être pas autant, mais au moins avec une partie significative de non soudés. Maintenant, on a beaucoup de lots où on est à 99, voire 100% de plants de très bonne qualité. Alors moi, je vous incite à vérifier vos greffes. Faites confiance à votre pépiniériste parce que c'est un partenaire important. On a besoin d'eux et globalement, ils travaillent bien. Mais ne leur faites pas une confiance aveugle. Vos clients, quand ils vous achètent du vin, ils aiment bien goûter avant et s'ils trouvent ça vraiment pas bon, ils ne prennent pas. Eh bien, faites pareil. Hein. Et assurez-vous de planter des plants de bonne qualité. Alors, sur mes essais, je n'ai pas vérifié la qualité des greffes. Alors, je ne peux pas dire si elles étaient bonnes ou pas bonnes, mais j'avais peut-être des plants de ce type-là, et c'est peut-être ces plants-là qui expriment. C'est du peut-être, hein, j'en sais rien, je n'ai pas vérifié. J'ai des collègues qui ont mis en place des essais en Anjou pour vérifier entre ce genre de plants-là et des plants bien soudés si effectivement on voit des différences significatives quelques années plus tard. Réponse dans 7-8 ans. Alors, on a un peu de temps, j'ai encore un petit quart d'heure, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je vais vous parler de 2-3 autres petites techniques qu'on a mises en place, puisque tout ça, c'est du préventif. Mais quand un pied exprime de l'ESCA, est-ce qu'il faut vraiment l'arracher et le remplacer? Alors, à une époque, c'est ce qu'on faisait, et chez nous, c'était systématique. Hein, tous les ans, les viticulteurs, une fois les vendanges terminées, on remet les tracteurs dans les vignes, on arrache les pieds malades et on les remplace par des complants. Et les complants, ça pose beaucoup de problèmes, surtout dans nos vignobles étroits, avec la concurrence, surtout si vous voulez mettre un peu d'enherbement, baisser un peu vos vigueurs. On a des pieds qui mettent 5, 6, 7 ans à produire, quand ils arrivent à produire. Et puis à 13 ans, on commence à les remplacer. Et on a des pieds qui ont des fois produit pendant 3-4 ans et qu'on doit remplacer une deuxième fois. Donc économiquement, la complantation, c'est loin d'être évident que ce soit rentable dans nos régions. On ne se pose pas trop la question, on le fait parce qu'on n'a pas trop le choix, mais ce n'est pas vraiment évident. Il existe des techniques qui permettent de ne pas arracher les pieds et de régénérer un pied malade. La première de ces techniques dont je vais vous parler, c'est ce qu'on a appelé le curetage. Alors encore une fois, comme sur la taille, comme sur les greffes, hein, puisque les greffes, ce que je vous ai dit, on n'a rien inventé. J'ai une jolie phrase qui date de 1895 de Drouot, qui était un chercheur de Montpellier, si je ne dis pas de bêtises à l'époque, qui disait que, de mémoire, c'est de la perfection des soudures que dépend la longévité des greffes. On cherche souvent le dépérissement des vignes, on cherche souvent beaucoup de causes au dépérissement des vignes, alors que cela réside simplement dans la qualité des soudures. 1895. Donc, vérifiez vos greffes. Et le curetage, c'est une technique qui est décrite dans des bouquins qui datent de 1920. Le bouquin de Lafont, qui décrit les travaux de Poussard, décrivait le curetage. Donc au départ, moi j'ai fait comme Lafont, enfin comme Poussard. J'ai acheté un ciseau à bois, une petite serpette, un marteau, et puis j'y suis allé. Ça marche super bien. Mais je faisais 2 pieds par jour. Donc, je n'ai pas trouvé ça très rentable et je me suis dit que ce n'était pas la solution. Maintenant, on fait ça avec des petites tronçonneuses. Alors, en quoi ça consiste? Quand on a un pied qui est atteint de maladie du bois et qui a des symptômes lents de maladie du bois, alors j'insiste bien sur les symptômes lents, sur les symptômes apoplectiques et sur le typiose, ça ne marche pas. Mais sur des symptômes lents, on a de manière systématique de l'amadou à l'intérieur du pied. Alors l'amadou, vous voyez tous ce que c'est le bois qui devient un peu spongieux, un peu comme de l'éponge, un peu jaune à l'intérieur du cep. Vous enfoncez facilement un sécateur dedans. Quand vous avez cet amadou, le fait d'éliminer cet amadou, ça permet de faire disparaître la maladie. Alors ça, je vous le dis de manière très affirmative parce qu'on l'a vérifié maintenant des milliers de fois sur ces essais de curetage. Donc le principe, c'est d'aller trouver cet amadou. Et pour le trouver, souvent c'est simple. Et souvent chez vous, c'est très simple. Parce que comme on a vu, vous avez souvent dans votre boule à ras du sol un côté sacrifié, un peu mort, et un côté vivant. Et bien, il faut aller chercher dans ce côté mort. Et là, sur le cep que vous voyez sur la photo, on voit bien que tout le dessus est mort et que le bon flux de sève est sur le dessous. Donc, avec notre tronçonneuse, on va les mettre 2 coups pour l'ouvrir, pour enlever une espèce de part de camembert à l'intérieur du pied, dans le bois mort. De manière à mettre à jour l'amadou. Alors, vu d'un peu plus près, ça donne ça. Vous voyez toute la partie un peu plus jaune clair, spongieuse. Alors, la partie en bas à gauche, c'est le bois vivant. Hein. Mais on a une partie à l'intérieur du bois mort qui est spongieuse, qui est l'amadou. Une fois qu'on a ouvert,
trouver cet amadou, on va avec la tronçonneuse gratter de manière à en éliminer le plus possible. L'important étant surtout de ne pas en oublier dans la tête au contact de la baguette. Ça donne des choses comme ça. Alors, c'est assez vite spectaculaire. Là, si vous regardez bien, en bas, on a carrément percé le pied. On voit le sol à travers. Voilà, ça donne des choses comme ça. Et chez vous, ça ressemblera à ça en miniature, en plus bas, en plus petit. C'est très spectaculaire, mais là, sur un pied comme celui-là, vous voyez qu'on n'a quasiment pas touché de bois vivant. C'est une technique qu'on peut pratiquer toute l'année, c'est le gros avantage. Et ce qui me fait affirmer que ça marche, c'est qu'on fait des essais en le pratiquant au moment de l'apparition des symptômes. Et quand on voit les symptômes commencer à apparaître, on curte le pied, et souvent, donc, les symptômes qui sont là, les parties de feuilles nécrosées, restent nécrosées. Par contre, tout ce qui repousse, repousse de manière saine. Et de temps en temps, on a un pied qui continue à être abougri, qui continue à pas pousser. On retourne le voir, une semaine ou 10 jours après, on recurte, on s'aperçoit souvent qu'on a oublié une petite boule d'amadou dans la tête, on enlève cette boule, et là, ça y est, le pied décolle. Alors quand je vous dis décolle, il se met à pousser, c'est quand on fait les curetages juin, début juillet. Après, on arrive à une période où, malgré le curetage, la vigne ne repousse pas parce qu'on arrive à la fin du cycle. Autre cas de figure, un pied à 2 bras. Et c'est un pied, si vous voyez bien, sur la partie gauche, sur le bras de gauche, il y a une grosse zone de nécrose, une grosse plaie de taille qui a été faite, parce qu'en fait, on a voulu restructurer, changer le système de taille. À une époque, on avait un bras qui avait tendance à sortir, on a repris un autre bras, on a coupé sans respecter les rapports de diamètre et ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et on a créé une grosse zone de bois mort. Donc là, il va falloir aller chercher dans cette zone de bois mort, ouvrir comme ça. Ça donne ça. Et quand on voit ça, là, c'est quasiment du 80% d'amadou. Vous voyez, c'est que de l'amadou. C'est une vraie catastrophe. Et sur la partie gauche, vous voyez qu'il y a un gros rond. Et ce gros rond, en fait, c'est le cylindre central de notre tronc de gauche. Donc on voit bien que tout le tronc de gauche est colonisé. Donc là, on ne va pas perdre de temps, on va aller ouvrir le tronc de gauche. Ça donne ça. Et puis après, on gratte. Alors ça peut être très spectaculaire. Mais vous seriez surpris de voir des pieds dans quel état on les met et comment ils reprennent de la vie et de la vigueur l'année suivante. Alors, pour faire ça, il faut prendre une tronçonneuse la plus petite possible, avec le guide le plus court possible et des guides pointus, ce qu'on appelle des guides carving, des guides de sculpture. Si vous voulez le faire, ça c'est une petite tronçonneuse électrique qui marche très bien, qui a un petit problème de fiabilité, c'est moins fiable qu'une thermique, qui a un gros problème de prix parce que c'est beaucoup plus cher qu'une thermique. Celle-ci, avec la batterie, ça vaut un bon 1500 €, alors qu'une thermique, ça vaut un petit 400 €. Par contre, elle est très maniable et très légère et facile d'emploi. Donc si vous voulez, dans un premier temps, vous lancer, souvent les gens achètent une thermique, mais là, achetez vraiment les petites, style, S-T-Y-L-E, style, S-T-I-H-L, donc du genre une style ou une Husqvarna. Donc ils font des guides, prenez plutôt des guides de 25 cm et des guides pointus. Et ça, demandez-le vraiment à l'achat. Alors voilà un pied 10 ans après curetage, un pied que tout le monde aurait arraché chez nous, qui serait mort depuis longtemps. Si vous voyez la taille des bois, donc là je l'ai pris après taille mais j'aurais dû le prendre avant, quand vous voyez la taille des bois, je peux vous dire qu'elle a de la vigueur. Et quand vous voyez le carnage qu'on a fait au milieu, mais on a préservé les deux bons flux de sève. Et c'est un pied qui marche très bien. En voilà un autre, un peu moins mais quand même bien touché. C'est une technique qu'on a eu un peu de mal à faire passer au départ dans notre région. Parce que voir rentrer avec la tronçonneuse, vous allez voir sur Internet, vous tapez curetage, Sancerre, Sicavac, François Dalle, ce que vous voulez, vous allez tomber sur des vidéos, et c'est assez impressionnant. Mais par contre, donc les vignerons avaient du mal à s'y mettre chez nous, et ce qui les a vraiment fait basculer, c'est 2010, très grosse année d'ESCA chez nous, vraiment très grosse année, et on a un viticulteur qui pratique ça, qui a modifié sa taille, qui pratique du curetage, qui pratique également du greffage, dont je vais vous parler en 5 minutes, dans 2 minutes. Et on est allé faire une démonstration dans sa parcelle, et on a comparé sa parcelle avec la parcelle du voisin qui était plantée le même jour. Et quand on voyait la parcelle du voisin, où en gros on avait 30% de pieds non productifs et 60% des pieds d'origine qui n'étaient plus là, et cette parcelle-là où on avait 98% de pieds productifs et 3 à 5% des pieds d'origine qui avaient disparu, là ça a convaincu tout le monde. Donc n'hésitez pas à essayer. Ça ne mange pas de pain, ça ne coûte pas très cher. Et si vous voulez des démonstrations, on est à votre disposition.
Dernière technique, et puis après je vous fiche la paix, c'est le regreffage. Le regreffage, c'est également une technique très ancienne et très connue. Comme je vous ai montré sur certaines photos, très souvent, quand le pied est malade, le porte-greffe reste sain. Et même quand le pied est mort depuis 2, 3, 4, jusqu'à 5 ans, le porte-greffe reste sain et fonctionnel. Alors on s'est dit, pourquoi racheter ce porte-greffe, ce système racinaire qui est en place, qui est de qualité, qui marche bien, pour le remplacer par un système racinaire qui aura toujours beaucoup de mal à s'implanter, étant donné la concurrence des pieds adultes autour. Donc le principe, c'est d'aller décapiter l'ancien porte-greffe sous le point de greffe. Donc vous voyez, le point de greffe est juste au-dessus de mon trait, là, ou alors sous le premier nœud du porte-greffe, de manière à avoir un porte-greffe sain. Alors sur les 2 photos de gauche, le porte-greffe est sain. Sur la deuxième photo, en partant de la gauche, il y a des nécroses à l'intérieur, mais tout mon cambium, tout mon cercle jaune de tout à l'heure est parfaitement sain. Donc moi, je considère qu'il n'y a aucun problème. Le pied a compartimenté. Il y a eu une attaque, mais cette attaque n'est plus problématique. Sur ma 3e photo, en partant de la gauche, c'est à peu près la même chose, mais vous voyez qu'il y a une petite zone sur la gauche de mon cambium qui est abîmée. Ça, moi, j'aime pas. Les taux de réussite sont beaucoup moins bons. Et sur la photo de droite, on ne se pose pas de questions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les 3 photos de droite, c'est le même cep. La photo complètement à droite, c'est au niveau de mon trait du haut. Et très souvent, quand on a un pied nécrosé à ce niveau-là, si on redescend sous le premier nœud, on a un pied sain. Le nœud, c'est vraiment une barrière très efficace pour limiter les maladies. Donc, la 3e photo en partant de la gauche, c'est le même pied redescendu sous le nœud. Et comme j'avais encore une toute petite nécrose, je suis redescendu encore 1 centimètre plus bas pour trouver un pied qui, là, me convient bien. Une fois qu'on est sûr que notre pied est sain, on le fend avec un outil qui permet de fendre correctement. On taille des greffons. Et ça, c'est le point très délicat de cette technique, c'est d'avoir des greffons bien taillés avec des biseaux bien droits. On a souvent tendance à travailler avec le poignet et donc à faire des biseaux courbes. Et là, on ne peut pas avoir une bonne surface de contact. Donc il faut avoir des biseaux bien droits. Et on positionne les greffons dans le porte-greffe de manière à mettre les cambiums en contact. Cambium contre cambium. Et comme vous avez compris tout à l'heure, le cambium est proche de l'écorce. En gros, on met écorce contre écorce. Si vous mettez un greffon au milieu, au niveau de mon tournevis, ça ne marchera jamais. C'est une technique qu'on peut mettre en place, en gros, entre avril et fin juin, sachant que plus vous vous approchez de la fleur, mieux ça marche. C'est pas pratique à ce moment-là, je vous l'accorde. Mais en gros, si vous pouvez le faire fin avril jusqu'à mi-mai, un peu avant les ébourgeonnages ou entre les ébourgeonnages et les relevages, si vous avez un peu de temps, c'est l'idéal. Une fois qu'on a fait ça, on va recouvrir nos greffons de terre pour protéger, isoler du dessèchement et faire également un tampon thermique. Donc, comme je vous disais, la surface de contact doit être parfaite entre le greffon et le porte-greffe. Quelques semaines plus tard, alors j'ai mis 1 mois, mais ça va être variable en fonction de l'époque à laquelle vous l'avez fait, on va avoir le démarrage. À ce moment-là, il ne faut surtout pas se réjouir, vous ne savez pas si c'est bon ou pas, vous savez simplement que vos bois démarrent sur leur réserve. Ensuite, ça commence à pousser, et quand ça commence à pousser de cette manière-là, un peu comme une baguette sur un œil sur une baguette, là vous êtes sûr que c'est pris. Et quand c'est pris, ça va très vite et très bien. Et en fin de saison, en général au mois d'août, on va avoir des pousses qui peuvent faire 1,50 m à 2,50 m, sans problème. Alors on les rogne même 2-3 fois. Et sur ces plus jolis pieds, sur les plus jolis pieds, on va directement pouvoir remettre une baguette et refaire une récolte dès l'année suivante. Alors, je ne suis pas fou, sur la photo j'ai mis les plus jolis. Mais j'arrive quand même, sur les parcelles où ça marche bien, à avoir 30 à 50% des pieds comme ça. 30 à 50% des pieds où j'aurais fait une bonne montée au fil, où je vais avoir entre 1 tiers et 2 tiers de récolte. Et les 10, 20, 30% de pieds qui restent, où je vais mettre que 3-4 yeux, où je vais avoir que 2-3 grappes, et où je ferai une récolte normale qu'1 an plus tard. Donc même si on considère que la première année, on va faire une demi-récolte, et l'année suivante, une récolte pleine, c'est quand même vachement plus intéressant qu'un complant. Sachant qu'on garde le système racinaire, et que quand vous goûtez le raisin de ce pied-là, il est semblable au raisin du vieux pied, alors que vous goûtez le raisin d'un complant de 5 ans, ça n'a rien à voir avec le raisin du vieux pied. Ce n'est pas du tout les mêmes équilibres. Et voilà, 1 an plus tard, pour nous, ça fait trop, ça. Donc même, vous voyez, il y a presque trop de vigueur.
Voilà en gros ce que je voulais vous expliquer. Alors, on a plein d'autres petits trucs, mais je vais m'arrêter là. Vous voyez que sur ces maladies-là, il y a beaucoup de choses à faire. On n'est pas démunis, et quand un pied est malade, l'arracher, ce n'est pas la meilleure solution. Pour moi, dans l'ordre, on va faire du recépage, chose que vous faites déjà, quand on peut. On va cureter, on va greffer, sachant que le greffage est quand même plus technique, hein, ça demande plus de technicité, donc c'est moins à la portée de tout le monde, mais tout ça, c'est faisable. Je vous remercie.